Bonsoir, mesdames et messieurs. Le plan de relance de Wall Street adopté la semaine dernière par le Congrès américain ne serait-il finalement qu'un coup d'épée dans l'eau? Malgré un ralliement en fin de séance, la bourse de New York s'est de nouveau sensiblement dépréciée aujourd'hui. Le Dow Jones perd 370 points, soit 3,6 de sa valeur. Et encore, c'est une bonne performance, si on peut dire, en regard des plongeons enregistrés en Asie, en Europe, de même qu'à Toronto, où le TSX est en baisse de 573 points, c'est-à-dire 5,3 de sa valeur. Le premier ministre Harper n'écarte pas une aide éventuelle, mais continue de se montrer optimiste. Un optimisme qui contraste avec le discours des dirigeants de nos grandes banques. Alors d'abord, voyons le compte-rendu de Stéphanie Tremblay. La panique s'est répandue sur les marchés mondiaux et la bourse de Toronto n'a pas échappé à la déferlante. Peu après son ouverture, le TSX a perdu près de 1200 points, 11 de sa valeur, la plus importante chute de son histoire. À la fermeture, le TSX avait regagné plus de la moitié de ce qu'il avait perdu. C'est surtout la baisse de la demande dans le secteur des ressources qui a poussé les marchés vers le bas à Toronto. Le dollar canadien a aussi été malmené et a clôturé en baisse de 1,5 cent. Le message des bourses ici à Toronto comme ailleurs est clair. Jusqu'à maintenant, le plan Paulson, qui se voulait la lumière au bout du tunnel, n'a pas suffi à calmer les marchés. Et les fissures qui commencent à apparaître dans les économies européennes ne laissent rien présager de bon. Ces mesures arrivent trop tard. Nous sommes déjà entrés dans une période de récession mondiale, a dit cet économiste. Avant même l'ouverture des marchés lundi matin, les économistes des 5 grandes banques canadiennes se sont réunis d'urgence devant l'Economic Club of Canada, une rencontre qui devait avoir lieu en janvier, mais qui a été devancée à cause des turbulences des marchés. Même s'ils parlent plus volontiers de problèmes structurels plutôt que de récession, pour décrire la situation au Canada, l'un après l'autre, les économistes ont répété ce message. Il y aura peu ou pas du tout de croissance d'ici la fin de 2009, dit-il. En 2010, ça pourrait reprendre, mais au ralenti. Seule note d'optimisme, les bases de l'économie canadienne sont plus saines que celles de nos voisins du Sud, ce qui n'empêche pas le ministre ontarien des Finances d'évoquer un déficit budgétaire. Il faudra s'ajuster, dit-il, mais la province devrait pouvoir passer à travers cette tempête, surtout si l'horizon finit par se dégager. Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Toronto. L'incertitude des investisseurs, mais aussi l'inquiétude qui gagne les simples citoyens, a amené finalement le gouvernement Harper à changer de discours. Le premier ministre reste optimiste, mais pour la première fois, son ministre des Finances, Jim Flaherty, admet que la crise du crédit qui se répand partout pourrait aussi se répercuter au Canada. Nouveau son de cloche, Daniel Lheureux. Alors qu'il entreprend le dernier droit de sa campagne, Stephen Harper a tenu à dire qu'il comprend l'inquiétude des Canadiens face à la dégringolade du marché boursier. Et à Laval, c'est en anglais qu'il l'a dit. Now, I know that worries Canadians, especially when you've been saving and you see a big drop in the value of those savings. Mais encore ce soir, il a voulu se faire rassurant, affirmant que le Canada n'est pas les États-Unis. Pas étonnant donc qu'il refuse de croire aux prévisions de la banque Scotia, qui voit la récession à nos portes. Je suis optimiste, comme je dis à plusieurs reprises. Je pense qu'un premier ministre responsable ne peut pas prédire une récession quand l'économie n'est pas en récession. Ce qu'il a l'air de dire, c'est que même s'il savait que la récession est inévitable, un premier ministre doit éviter de le dire pour ne pas aggraver la situation. Mais il admet que le Canada pourrait subir les contre-coups des décisions prises ailleurs pour juguler la crise. Stéphane Dion, que le premier ministre avait accusé de paniquer lors des débats, n'a pas manqué de relever le changement d'attitude de Stephen Harper. Jusqu'à aujourd'hui, il a prétendu qu'il n'y avait rien à faire, que tout allait bien, qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Jusqu'à aujourd'hui, il dormait au gaz quand les Canadiens s'inquiétaient. Là, il se réveille. Il se réveille parce qu'il voit bien que moi, j'agis. Dans les heures qui ont suivi, le ministre des Finances annonçait que la Banque du Canada avait augmenté de 20 milliards les liquidités auxquelles les banques ont accès. Jim Flaherty reconnaît maintenant que le Canada n'est pas à l'abri de la turbulence et dit que le gouvernement est prêt à intervenir pour protéger le secteur financier.
Jusqu'à maintenant, Stephen Harper jouait sur les deux tableaux, affirmant que l'économie canadienne était en bonne position pour résister à la turbulence, ajoutant de l'autre qu'en cette période d'incertitude économique, l'opposition représentait un risque. Le voilà obligé d'admettre que le Canada n'est pas à l'abri de la tempête. Daniel Lheureux, Radio-Canada, Laval. Et puis il y a l'Europe qui, jusqu'ici, avait mieux résisté à la crise que les États-Unis. L'Europe est touchée de plein fouet. C'est un lundi noir sur les bourses européennes, notamment à Paris, à Moscou. Et puis aussi des banques européennes qui sont, elles également, plongées dans la tourmente et les opérations de sauvetage se multiplient. Le point, Luc Chartrand. Une à une, les bourses européennes se sont écrasées. La bourse de Francfort est tombée de plus de 7 celle de Londres de près de 8 et celle de Paris, qui a connu sa pire performance en 20 ans, perd 9 De toute évidence, ni le plan Paulson voté vendredi à Washington, ni le sommet des 4 grands de l'Europe samedi n'ont rassuré. C'est flagrant que c'est un échec. Ça pouvait difficilement être pire, d'autant que ce qui est ressorti hier soir et dans la nuit, là, c'est que les gouvernements ont chacun une politique différente. Une politique erratique, comme celle d'Angela Merkel, qui avait critiqué l'Irlande la semaine dernière pour avoir offert une garantie illimitée à ses banques et qui vient de limiter. J'ai voulu, dit-elle, envoyer ce message aux déposants. Vos dépôts sont en sécurité, car nous avons aujourd'hui besoin de confiance. Les autres pays européens suivent le mouvement. Le Danemark et l'Autriche ont aussi annoncé des garanties illimitées. L'Islande, dont 3 des 4 banques étaient menacées de faillite lundi matin, se dit prête à les nationaliser toutes. Nicolas Sarkozy, qui préside l'Europe, a dû prendre la parole au nom de ses 27 États pour tenter encore de rassurer. Aucun déposant dans les banques de nos pays n'a subi de pertes. Le nerf de la guerre, c'est désormais la confiance des épargnants. Politiciens comme financiers doivent désormais convaincre le grand public que son argent est en sécurité à la banque, sans quoi ce sera la débâcle. Luc Chartrand, Radio-Canada, Paris. C'est là qu'on voit la vitesse à laquelle s'est répandue la crise américaine, mais jusqu'où, finalement, le mal américain va-t-il se propager? Qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, de la Chine, qui a une économie en progression fulgurante, qui est également fragilisée? Je joins notre correspondant Michel Cormier à Pékin. Michel, la bourse à Shanghai a perdu 5 ce matin. Là, on est rendu mardi chez vous. Quelle est la tendance observée sur les marchés boursiers? Bien, écoutez, la tendance partout en Asie, Bernard, c'est que la panique se poursuit. Ici comme ailleurs, le plan Paulson n'a pas réussi à calmer donc les craintes des investisseurs. Donc, partout en Asie ce matin, ça va donner le ton aussi à cette nouvelle journée, donc sur les marchés un peu partout dans le monde. Il y a donc une baisse entre 2 et 5 et ça fait seulement quelques heures que les marchés sont ouverts. Le pire scénario, c'est ce qui se passe maintenant à Tokyo, où la bourse a chuté de 5 ce matin dès le départ. Et la Banque du Japon a dû investir plus de 10 milliards de dollars là, dans l'économie simplement pour assurer les marchés financiers. Donc, d'une part, on n'est pas certain que ça va continuer, donc que le plan Paulson va réussir à empêcher la dégringolade qui se poursuit maintenant depuis quelques jours. Et deuxièmement, c'est que les banques ici aussi ont des liens avec les banques américaines qui sont en difficulté. Donc, tout cela a un effet domino qui se propage et qui ne semble pas s'arrêter. Mais justement, on parle de plus en plus de récession en Occident. Si vraiment la Chine devait être touchée par ça, ce serait dramatique. J'imagine qu'on est inquiet quand même, là, chez vous? Tout à fait. Ça fait 10 ans ici qu'on a une croissance économique de 10 par an. Donc, c'est le miracle économique chinois. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des entreprises chinoises qui sont vraiment dépendantes des exportations aux États-Unis, qui sont en train de mettre des gens à pied, même de fermer les portes de leurs usines. Donc, ce qu'on entend ici, c'est des mots qu'on n'a jamais entendus depuis 10 ans, inflation et chômage. Donc, la crise se propage ici et ça va durer beaucoup plus longtemps qu'on le pensait. Alors, une crise qui rase tous les marchés, même en Asie. Merci beaucoup, Michel Cormier. Bonsoir.
Enfin, bonne journée plutôt. Bon, et puis on va poursuivre avec Gérald Filion. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Bernard. Bon, quand ça dégringole, ça dégringole. Il y a le dollar qui a dégringolé aussi, notre dollar, et puis le pétrole. Oui, pour la première fois depuis le mois de février, le prix du baril de pétrole est tombé aujourd'hui sous la barre des 90 $ américains, 87 $ américains en cours de séance. C'est donc bon marché. Ben oui, exactement. C'est ce qu'on peut penser, mais c'était aussi sous les 90 $ en février. Là, on dit qu'une récession mondiale pourrait entraîner une baisse marquée de la demande de pétrole. Déjà, le baril avait quand même chuté la semaine dernière parce qu'on avait appris que la consommation d'essence aux États-Unis était à son plus bas en 7 ans. Et la baisse du pétrole, en passant, ça fait aussi baisser le prix de l'essence. On a vu 99 cents le litre d'ordinaire aujourd'hui à Ottawa. Et puis, le dollar canadien est tombé à 90 cents américains. C'est une première en 1 an et demi. Bon, maintenant, dans cette panique qu'on connaît, cette roue folle qui tourne, là, qui n'est pas capable de s'arrêter, ça va peut-être amener la Fed, la Réserve fédérale américaine, à poser des gestes, à abaisser ses taux. Il y a de la pression, en tout cas, sur la Réserve fédérale pour qu'elle tienne une réunion d'urgence, qu'elle annonce une réduction de son taux directeur pour calmer un peu la crise financière actuelle. La Fed, aujourd'hui, a injecté 300 milliards de plus dans l'une de ses lignes de crédit, de sorte qu'il y a des liquidités potentielles d'ici la fin de l'année de 900 milliards de dollars accessibles aux banques commerciales d'ici la fin de l'année. Et puis en terminant, Bernard, il y a l'ex-grand patron de Lehman Brothers, Richard Fuld, qui a fait face au feu nourri des membres du Congrès américain aujourd'hui. Il a empoché, lui, entre 300 et 500 millions de dollars en salaire et en boni depuis le début de la décennie. Selon lui, la chute de sa banque d'investissement est attribuable aux rumeurs qu'ont laissé circuler des investisseurs au sujet de l'entreprise. C'est son interprétation. Exact. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Bonsoir. Il y a bien des investisseurs qui sont affectés par la chute des marchés, évidemment, mais peu le sont autant, finalement, que ceux et celles qui s'apprêtent, ou devrais-je dire, s'apprêtaient, faudra maintenant voir, à prendre leur retraite. Dans bien des cas, quelques jours auront suffi à faire fondre les économies amassées au fil des ans. Vincent Maisonneuve, on aura beau dire qu'il faut être patient avec son argent. Je pense qu'il y a des gens qui ne l'entendent pas ainsi. Oui, on a parlé aujourd'hui avec des conseillers financiers qui, ces jours-ci, sont littéralement inondés d'appels. Des téléphones de travailleurs à l'aube de la retraite qui paniquent et qui préfèrent fuir à tout prix les marchés boursiers. Forcé à la retraite à 55 ans pour des raisons de santé, M. Valiquette comptait sur ses placements en bourse pour joindre les deux bouts. Là, ça me fait mal parce que quand je rencontre mon directeur financier, c'est pas agréable de perdre des 1000 $. C'est tellement dur à gagner tant qu'on travaille plus. Donc, je le perds. Sans travail, quand les épargnes fondent à vue d'œil, l'avenir devient très inquiétant. J'ai de la misère quasiment à rencontrer mon hypothèque, mes choses. Écoutez, la vie, elle tourne pareil. Depuis 2 semaines, ce conseiller en finance reçoit une quarantaine d'appels par jour. Des clients proches de la retraite, paniqués par la chute des marchés. Beaucoup d'appels, plus qu'à l'habitude, beaucoup d'inquiétudes. Ils veulent être assurés, puis dans certains cas, il y a une capitulation. Ces jours-ci, inutile de dire à un client que les marchés vont finir par remonter. La clientèle de M. Parenteau préfère se tourner vers les bons du Trésor et les obligations à court terme. On préfère les sécuriser à des faibles taux de rendement que d'encore aggraver les pertes financières qu'il pourrait y avoir potentielles. Selon ce retraité, il faut éviter toute forme de risque et lui préfère les placements à capital garanti. C'est pas une mine d'or, les intérêts qui sont payés, mais au moins l'argent est garanti. Le propriétaire de ce salon de quilles gère lui-même ses placements. L'argent qu'on a mis de côté à longue haleine, on la voit tout d'un coup disparaître rapidement. C'est préoccupant. Mais avec le temps, M. Huppé espère récupérer sa mise, mais il tire déjà quelques leçons de la crise. Quand on arrive dans les dernières années avant notre retraite, il est très sage de commencer à retirer des billes d'un marché volatile et de les mettre dans des placements garantis. Dans ce salon de quilles, comme à Wall Street, on préfère déserter les marchés, une fuite animée par la peur de perdre ce que l'on a en réserve. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.